Bonjour et bienvenue à Dialogue Fidélité. Mon nom est Alexis Hamelin, vice-président partenariat stratégique. Pour la première fois dans l'histoire, les entrées nettes des FNB au Canada ont dépassé les 20 milliards en un mois. À l'exception de la crypto-monnaie, pratiquement toutes les classes d'actifs ont enregistré des flux positifs impressionnants. Notre modèle quantitatif en profite avec une surperformance au Canada, aux États-Unis et à l'international. Aujourd'hui, pour nous éclairer sur les tendances de l'industrie, je suis accompagné d'Étienne Bouchard, directeur des FNB et produits alternatifs. Merci Étienne d'être avec nous ce matin. Toujours un plaisir. Je ne serai pas très original avec ma première question, mais qu'est-ce que tu vois dans les tendances, dans les flows de l'industrie, un peu ta vue d'en haut de ce qui se passe au Canada? Oui, on commence toujours avec ça. Fait que c'est jamais une surprise pour tout le monde qui nous écoute. Mais bref, ça a été tu l'as mentionné dans ton introduction, un mois record dans l'industrie canadienne. On dirait qu'à toutes les fois qu'on se voit, là, c'est la même chose. C'est comme nouveau record. On regarde les flows, exact. Nouveau record. L'année dernière, ça a été de loin la meilleure année de l'histoire dans l'industrie canadienne de fonds négociés en bourse en termes d'entrée d'actifs. Puis là, vraiment, le momentum semble continuer, du moins depuis le début de l'année. On n'a pas les chiffres finaux, évidemment, pour le mois de février, mais comme tu mentionnais, pour le mois de janvier, si on parle de 22 milliards environ, environ 14 de ça allant dans les actions. Donc, encore une grande demande pour le côté action versus revenu fixe ou même d'autres catégories telles que commodités, on peut aussi parler de produits à la vie et crypto, etc. Très minime en revenu fixe, 4 milliards. Je dirais, c'est pourquoi c'est considéré petit, c'est qu'outre 2 ou 3 grosses transactions institutionnelles, on parle d'environ 1 milliard d'entrées d'actifs du côté revenu fixe. Donc, quand même beaucoup de demandes, encore une fois, pour une classe d'actifs un peu plus risquée avec les actions. En termes de géographie, encore continuité de ce qu'on avait vu en début d'année, pour toute l'année dernière, du côté international. Fait qu'encore beaucoup de demandes pour l'international. Puis, on en jasait un peu avant, fait que je pense que ce serait quand même un bon point à mentionner, mais on est maintenant rendu avec plus d'actifs investis. Je parle du marché canadien, ou les investisseurs canadiens en l'ensemble. Détention totale. Détention totale, il y a plus d'argent qui détient des actions internationales en FNB que d'actions canadiennes. Ça, c'est quand même assez surprenant. Pour des Canadiens. Pour des Canadiens. Et il y a quelques raisons pour ça. Moi, je pense que premièrement, c'est à cause de la tendance qu'on a vue l'année dernière. Je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes de ce côté-là. On voulait se diversifier un peu en dehors de l'Amérique du Nord. On avait évidemment tout ce qui était tension géopolitique de trade avec Canada et États-Unis. On avait aussi beaucoup de fluctuations côté de devises américaines. Fait que même il y a un peu plus de demandes pour des devises étrangères. Mais si on regarde la totalité où est-ce qu'on en est rendu, plus d'actifs en action internationale, c'est quand même assez surprenant. Puis la cause principale, selon moi, c'est encore le fait que beaucoup d'investisseurs canadiens, autant d'un côté conseiller que d'un côté d'investisseurs directs, même institutions, vont avoir plus tendance à détenir des titres individuels canadiens parce qu'ils semblent avoir une connaissance un peu plus approfondie de ces titres-là. On connaît un peu plus on a plus d'analystes qui les couvrent, c'est notre marché, évidemment, billets domestiques. Puis, évidemment, le véhicule qui est le fonds négocié en bourse qui nous permet d'acheter un panier d'actions plus diversifié, peut-être que c'est la façon de faire pour les États-Unis, pour l'international. Puis, je dirais encore plus pour l'international parce qu'aux États-Unis, on voit quand même aussi beaucoup de titres détenus à la pièce. Tu peux t'en sortir. Actions. Exact. Donc, ça, c'était comme quelques points que j'ai notés. La catégorie multi-actifs, où est-ce que fidélité est vraiment comme c'est notre point fort, si on veut, avec les FNB simplifiés, que je suis sûr qu'on va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Cette catégorie-là, c'est encore en croissance vraiment importante. C'est plus de 2,5 milliards pour le premier mois de l'année. Ça aussi, c'est un record de ce côté-là. Fidélité actuellement en date de hier, fait que là on est le 18 février. 18. En date de hier, Fidélité se retrouvait à la 3e place en termes d'entrée d'actifs dans toute l'industrie au Canada. Donc merci beaucoup à tout le monde qui ont évidemment. Pour nous d'être 3e? C'est arrivé dans certaines semaines, certains mois peut-être, mais là on est vraiment sur une belle lancée. On a beaucoup de momentum, les performances sont très bonnes également, donc on est super satisfait de la position qu'on se trouve actuellement. Puis tu as mentionné justement de où proviennent les flows, puis que les Canadiens détiennent plus d'international que de titres canadiens en fait, mais est-ce que tu as une idée de où proviennent les entrées d'argent? Est-ce que les investisseurs sont plus riches? Est-ce qu'ils investissent plus? Ou c'est le changement un peu de fonds vers ETF? Tu veux dire, il y a plusieurs forces comme séculaires si on veut. Là. C'est sûr que en termes de véhicules de placement, le fonds négocié en bourse reste, je pense, en croissance, tandis que le fonds mutuel semble être dans une phase plus mature. Pas pour dire que c'est en déclin, parce que même l'année dernière, on a vu des entrées largement positives d'un côté. Il y a des joueurs qui s'en sortent dans le fonds mutuel. Absolument, dont Fidélité.
qui s'en sort très bien, mais c'est aussi l'âge moyen du détenteur d'une part de fonds mutuels est beaucoup plus élevé que l'âge moyen du détenteur d'un fonds négocié en bourse. Donc, tu as l'aspect accumulation versus décaissement. Il y a l'aspect aussi juste côté marketing. Le véhicule semble être quelque chose qui a été beaucoup plus poussé par l'industrie pour sa flexibilité, pour son innovation d'un côté produit. La plupart des firmes maintenant, si je regarde nous chez Fidélité, dès qu'on lance même que ce soit une stratégie active, que ce soit une stratégie quantitative, on va le lancer toujours en fonds négociés en bourse et souvent en fonds également, mais il y a aussi toujours l'aspect d'avoir une version en fonds négociés en bourse. À moins que c'est quelque chose de vraiment moins liquide, ou est-ce que le véhicule de fonds négociés en bourse est peut-être moins adéquat. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas oublier l'aspect frais également. On parle, le CRM3 s'en vient. L'industrie s'en va là. L'industrie s'en va vers essayer de réduire les frais. C'est pas que le fonds négocié en bourse est moins cher que le fonds commun, nécessairement. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de produits qui opèrent avec des frais de gestion plus faibles, que ce soit de la gestion passive ou même du côté factoriel ou quantitatif comme nous, où est-ce que tu peux être à 35 points de base, 40 points de base, versus peut-être quelque chose qui était plus comme à 80 points de base pour la gestion active. Donc, il y a comme un plus grand éventail de choix à faible coût du côté fonds négocié en bourse. Donc, c'est multiples fronts. C'est multiples fronts. Mais tu sais, me donner un chiffre, là, si je regarde quand moi j'ai commencé dans l'équipe de fonds négociés en bourse en 2018, les fonds négociés en bourse représentaient environ 8% des actifs total en fonds de l'industrie canadienne. Fait que, tu sais, comme 90% étaient des fonds communs, seulement environ 8 à 10% étaient en FNB. On parle de maintenant, les FNB représentent 22% de l'industrie totale. Donc, ils ont doublé en 7 ans. C'est quand même une croissance assez importante. Puis je pense que ça va doubler en moins de 7 ans. Là. Ça va redoubler. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment en termes de trajectoire? Ça semble être un genre de collision course où est-ce qu'on va se retrouver à peut-être 50-50 d'ici les 5 prochaines années. Là. Fait qu'un changement quand même majeur. Là, T'es à la bonne place. Ouais, ça reste une bonne place pour le moment. Ouais. Tu parlais d'international. Qu'est-ce qui fait que le modèle fait mieux? Tu sais, je regardais les chiffres l'année passée, c'est près de 3% d'alpha. Cette année, c'est près de 3% encore. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne peut-être un peu plus facilement à l'international versus d'autres régions? Oui, là, je pense que tu fais allusion à nous demander comme toute action internationale, où est-ce qu'on combine 4 mandats factoriels, où est-ce qu'on cible 100 titres qui ont des caractéristiques similaires, donc que ce soit comme un mandat valeur internationale, qualité internationale, faible vol international, momentum. Et on les combine ensemble pour donner vraiment comme notre équivalent de bêta, si on veut, international. Fait quelque chose qui va être très corrélé à l'indice de référence, mais qui va nous donner une chance de surperformer par le fait qu'on est plus concentré, on utilise des filtres qui utilisent des critères fondamentaux également, que ce soit la profitabilité dans la qualité, des ratios de valorisation du côté valeur, etc. Cette approche-là fonctionne super bien. Puis on a la même chose côté canadien, côté US. Mais pour répondre à ta question, la raison pourquoi ça marche aussi bien d'un côté international, selon moi, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que c'est beaucoup moins concentré. Donc, si on regarde l'indice lequel on se compare, le MSCI EAEO en français, ou en anglais, c'est le MSCI EFI Index, c'est environ 1600 titres. Le plus gros titre est aux alentours généralement de 2%, dépendamment des fluctuations des prix, évidemment, mais c'est très rare qu'on voit un titre dépasser là, comme 2,5-3%. Chose qu'aux États-Unis et au Canada, on peut absolument ne pas dire. Je veux dire, NVIDIA, à son sommet l'année dernière, en termes de positionnement relatif, était quasiment à 8% de l'S&P 500. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a moins de concentration, les opportunités pour nous deviennent plus grandes un peu parce que il y a moins de chances qu'un titre ou 3 titres ou 5 ou 7 titres, 7 magnifiques, tire l'indice à la hausse. Donc, ça fait en sorte que notre sélection de titres peut avoir un impact plus important. Parce qu'il y a beaucoup de titres là-dedans qui sont 1 point de base, 2 points de base, 3 points de base. Puis nous, on va en détenir des fois, dans certains cas, 2-3%. Fait que tu sais, de passer de 2 points de base à 3%, tu prends une grosse position active que si le modèle a fait le bon choix, tu as ce qu'on appelle en anglais, c'est des outsized returns, là, mais c'est vraiment comme des rendements excédentaires très, très grands. Tandis qu'aux États-Unis, si tu ne détenais pas quelques titres, ça peut être plus difficile. Tandis qu'à l'international, si tu as un peu moins du plus gros titre puis il repart à la hausse, ça ne va pas te faire aussi mal. Ça fait en sorte que notre approche est beaucoup plus constante, beaucoup plus stable. Le deuxième point, c'est que de la nature de la construction de l'indice est de moindre qualité. Dû au fait qu'il n'y a pas de critères d'inclusion pour être dans la MSCI FI, outre que la liquidité et la taille de l'entreprise. Tandis qu'aux États-Unis, si le benchmark que tout le monde utilise, c'est le S&P 500. Nous, on regarde le Russell 1000, mais c'est très similaire quand même.
Le S&P 500, ce qui est intéressant, c'est que pour être inclus dans cet indice-là, il faut que tu aies généré un profit dans les 12 derniers mois, dans le dernier trimestre. Puis je sais que ça fait peut-être plusieurs fois que je le répète puis que des gens l'entendent, mais ça fait vraiment un impact majeur sur le long terme parce que tu as en moyenne des titres qui sont plus profitables, tu as en moyenne des titres qui ont moins de levier, tu as en moyenne l'indice est meilleur. L'indice est mieux construit. Ceci dit, il y a des phases où est-ce que tu veux pas être dans un indice concentré de qualité, où est-ce qu'il y a beaucoup de software, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses, comme on voit un peu en ce moment également. Donc, l'international nous offre un peu plus de choix, puis c'est un peu de moins de qualité. Fait que pour nous, d'aller chercher ces billets-là de façon systématique, ça nous donne un plus gros edge versus un indice comme le S&P 500. Puis tu mentionnais, là, on a parlé du combiné, qu'il y a 4 facteurs. Dans notre conversation avant l'émission, tu avais parlé de momentum, mais tu avais aussi parlé de low vol. On a connu un petit peu de volatilité dans certains secteurs, mais ce n'est pas général au marché au complet, comme on a vu en 2022, comme on a vu début 2025. Ouais. Comment ça se fait que les deux, c'est comme un peu contre-intuitif que... Oui, c'est un très bon point. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que du moins dans la dernière année, on semble avoir l'effet de diversification revient beaucoup plus intéressant, si on veut. Parce que lorsqu'il y a des périodes de volatilité, il y a généralement quelque chose d'autre qui va bien. Contrairement à ce que tu mentionnais de 2022, où est-ce que toutes les classes d'actifs, on dirait qu'ils ont corrélé à 1, puis tout baissait. Actions, revenus fixes, crypto, etc. Là, il y a quand même des choses qui fonctionnent en même temps, qui historiquement ne fonctionnaient pas en même temps, mais il y a des choses aussi qui se contrebalancent très bien. Comme que tu mentionnais, d'un côté factoriel, nous, si on regarde, le côté valeur et faible vol ne devrait pas vraiment marcher en même temps. Au contraire, c'est généralement des facteurs qui ont une corrélation relativement faible ou du moins même de rendement excédentaire négatif. Quand un surperforme, généralement l'autre superperforme. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs défensifs dus à la prise de risque vraiment importante, si on veut, des investisseurs. Donc, on achetait les choses qui avaient le plus haut bêta, on achetait les choses qui étaient de moins de qualité parce que c'était ça pendant des années, là. Ben, oui, puis ça a été vraiment accentué post comme la pause de tarifs l'année dernière, de avril jusqu'à, je dirais, à peu près fin octobre, novembre. C'était comme les titres de moins bonne qualité, plus chers, plus volatiles qui fonctionnaient. On appelle ça des junk rally ou des... mais ça s'est comme vraiment dissipé, je dirais, en Q4. Puis là, tu vois vraiment comme des titres de bonne qualité, mais surtout aussi qui se transigent à des valorisations plus intéressantes, d'un côté un peu plus cyclique également, donc un peu plus de la vieille économie, que ce soit industriel, matériaux. Même on voit des vieux télécoms, c'est des classiques télécoms, là, pas les titres qui se retrouvent dans les services de com, mais qui sont en réalité des compagnies de médias sociaux. Les oubliés un peu. Ouais, ou genre les méta de ce monde. C'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment de comme, tu sais, en Europe, les Orange, on parle des T-Mobile, des compagnies comme ça, parce que, tu sais, comme tu pouvais acheter cette défense-là à des multiples historiquement plus faibles en termes relatifs, évidemment, qui font bien. On a aussi vu des REITs japonais dû au fait que les cap rates commencent à augmenter parce que les taux augmentent, c'est sensible à des taux, eux, ils vont pouvoir, oui, c'est plus difficile d'un côté financement, mais ils vont être en mesure de générer peut-être des meilleures marges un tout petit peu. Tu as un secteur financier qui devient un peu plus intéressant, donc les financières au Japon, les financières en Europe semblent en meilleure posture. Fait qu'il y a comme le côté valeur en même temps que le côté défensif fonctionnait. Et puis si je regarde depuis le début de l'année, autant notre mandat valeur internationale que notre low vol international et même notre momentum international qui ressemble beaucoup aux valeurs, c'est ça qui avait fonctionné, ces trois-là surperforment l'indice. Fait que si on retourne à notre package de 4, quand tu as 3 des composantes sur 4 qui surperforment, généralement ça te met en bonne posture. Right? C'est pas comme qu'on s'attend à ça toutes les années, mais c'est un super bon scénario. Chose qu'on anticipait un peu, je dirais. Puis pas pour dire qu'on a comme callé notre shot puis qu'on a raison, c'est pas ça l'idée, mais c'est plus de dire l'année passée, ça a été plus difficile pour certaines de nos stratégies par le fait que quand on parle de période antifacteur ou de junk rally, ben nous, c'est sûr qu'on est laissé un peu de côté par le fait qu'on ne détient pas beaucoup de ces titres-là qui sont, selon nos screens fondamentales, moins désirables. Ou t'en détiens moins. Ou t'en détiens moins, ou t'es underweight, ouais, exactement. T'es sous-pondéré envers beaucoup de ces titres-là. Okay. Ouais. Puis, dans la même lignée, il y a une nouvelle chose qui se passe qu'on n'a pas vu depuis longtemps, des small cap, mid cap qui reprennent un peu en même temps. Fait que tu as plein de secteurs que tu mentionnais qui fonctionnent bien, qui n'ont pas bien fonctionné, puis là, tu as un changement quand même de leadership. Est-ce que les facteurs en profitent un peu de ce changement-là? Ben, je dirais pour nos mandats plus core qu'on retrouve dans nos FNB simplifiés ou les sur-régionaux qu'on parlait, les packages des 4 dans l'action, on ne touche pas vraiment aux petites caps. On va aller peut-être un peu dans du mid-cap, mais on regarde les 1000 plus gros titres aux États-Unis, 1000 plus gros titres à l'international, puis les 300 plus gros titres au Canada. Fait que, on ne tombe pas dans ce que je dirais qui est comme
dans l'indice Russell 2000, mettons US ou dans le venture au Canada, on touche pas du tout. Fait que c'est pas comme du vrai small cap, si on veut, je trouve. Je dirais que c'est plus du mid-large ou mega cap même, qu'on retrouve évidemment dans le top de l'indice. Là, mais autant que certaines de ces titres-là ont commencé à bien fonctionner, je dirais que nos perspectives sont généralement un peu plus pessimistes envers ce segment de marché-là, par le fait qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, oui, ils sont moins. On voit souvent des graphiques comme les small caps relatifs aux large caps transigent à des rabais historiques. C'est un peu la même chose qu'on disait pour l'international pendant des années, même chose pour le Canada, mais tant qu'on ne voit pas des révisions de bénéfices à la hausse puis des surperformances en termes de croissance de bénéfices versus ce qui est attendu, c'est difficile d'avoir un changement de L'évaluation, c'est pas assez. L'évaluation, c'est pas assez. Il faut vraiment qu'il y ait un momentum positif en termes de révision de bénéfices. Fait que les analystes, il faut qu'ils disent « Oh! » ou que les compagnies surpassent les attentes. Puis en ce moment, c'est pas vraiment ça qu'on voit. Et le deuxième point, c'est qu'un des plus gros trends qu'on identifie en ce moment, c'est tout ce qui est sensibilité AI, sensibilité à est-ce que ça va être un titre comme... L'année dernière, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui était comme les effets, les ripple effects, si on veut, de l'AI, ont super bien performé, puis ça se retrouvait beaucoup du côté valeur. Fait qu'on parle autant des matériaux de base, des compagnies industrielles comme aux États-Unis, Caterpillar, qui fait la machinerie l'infrastructure. lourde. Ouais, les compagnies qui font tous les deals de financement pour tout le CAPEX, je veux dire, il faut qu'il y ait en quelque part. Puis où est-ce qu'il allait ce CAPEX-là? Ces titres-là en gagnaient grandement. Les services publics, utilities, on le bénéficie aussi. Mais les small caps sont comme pas vraiment, ils font pas vraiment partie de cette équation-là. À part si tu te dis, moi je suis une compagnie qui va... et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont privés. Right? Beaucoup des compagnies qui bénéficient du trend AI qui sont plus petits sont du côté privé. Fait que dans les marchés publics, c'est plus difficile d'aller trouver un small cap qui est comme vraiment bénéficiaire de cet investissement-là qu'on fait dans l'infrastructure AI. Profitable de qualité. Profitable de qualité. Exact. Fait que tu sais, comme il y en a peut-être quelques-unes qui vont sortir du lot, qui vont être vraiment innovateurs puis qui vont se faire buy-out ou qui vont se rendre à devenir un large cap, mais il y en a très, 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 très peu. Donc, à moins de le faire avec la gestion active, pour nous, c'est comme on n'est pas super confiant dans l'indice small cap qui va, en moyenne, je pense, moins bénéficier de tout ce qu'on fait dans le cycle d'investissement actuel qu'on est. Fait que je suis un peu comme conservateur. Je veux pas dire pessimiste parce qu'il va y avoir des gagnants, mais du moins faites-le avec un gestionnaire actif qui est dans cet espace-là, qui va être capable d'identifier les gagnants. Faites-le pas avec du passif, faites-le peut-être même pas avec du quantitatif comme nous on fait. D'où là pourquoi on fait avec potentiel mondial dans les simplifiés. Dans les FNB simplifiés. Puis que le modèle factoriel aller chercher des small caps, c'est peut-être pas là où tu as le plus de confiance. Sur ton filtre. Les choses bougent tellement vite. Tu sais, le titre dans le. Mais exemple, si on avait décidé de lancer un produit de qualité small mid US, mais le titre qui est le plus profitable dans le Russell 2000, il pourrait devenir le moins profitable d'un trimestre à l'autre. C'est beaucoup plus volatile en termes de fondamental. Donc, de tout le temps screener, ça serait les coûts seraient beaucoup plus importants. Puis deux, c'est qu'on pourrait réagir à des faux signaux beaucoup plus facilement. En termes de valorisation particulièrement aussi, tu sais, s'il y a une compagnie qui décide d'avoir pour une raison ou une autre, un write-off fiscal. Puis là, tout à coup, ton free cash flow yield, il saute ou il crash. Là, tu l'achètes ou tu le vends à cause de cet ajustement-là comptable. Ben là, tu te ramasses à te tirer dans le pied potentiellement si la compagnie n'a pas changé la façon qu'elle opère. Donc, c'est un exemple. Mais... Tu mentionnais les rééquilibrages. Tu mentionnais les secteurs qui ont beaucoup de changements. Si un conseiller veut suivre les tendances, ce serait quoi le facteur que tu penses qu'il peut le plus capturer? Puis là, on a un rééquilibrage qui s'en vient récemment sans faire prochaine. Ouais. Sans faire de spéculation. Qu'est-ce que vendredi. Tu penses? Ce vendredi. Mais qu'est-ce que tu penses que certains facteurs vont prendre du marché? Y a-t-il des opportunités qui... C'est tout à fait difficile à prédire. Je veux dire, nous, on reçoit le output le matin même avant que nos gestionnaires de portefeuille. Puis je dis nos gestionnaires de portefeuille, c'est littéralement les traders qui opèrent les stratégies qu'on a créées. La machine dicte. Oui, c'est ça. La machine va nous sortir les résultats le matin, puis au courant de la journée, les traders qui opèrent la stratégie, qui font la recette, si on veut, c'est comme tu rentres dans un restaurant Michelin, puis le chef, à tous les matins, il va aller au marché, il va aller voir qu'est-ce qu'il voit comme, c'est ce qu'on a sur comme la produit local, qu'est-ce qu'on a sur la table, puis après ça, il va faire le menu pour la journée. Ben, nous, c'est des menus qui durent sur 3 mois, puis 6 mois, mais tu sais, dans le sens que nous, on produit le menu le matin, on l'envoie à notre gestionnaire de portefeuille, puis lui, il va faire la recette. Right? Fait qu'il va opérer ça. À prédire, je prédis qu'il va y avoir pas trop de changements d'un côté momentum, pas trop de changements d'un côté valeur.
Mais on a vu quand même beaucoup d'endroits. Ah non, c'est pas. Je dirais valeur. Momentum, je pense pas que ça va changer beaucoup, mais du côté valeur, je pense qu'il y a certains endroits qui commencent à être assez attrayants en termes de valorisation qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Notamment des segments de marché qui se font massacrés par la peur que le AI va complètement rompre leur modèle d'affaires. Un peu qu'est-ce qu'on a vu en 2022. Fait que, tu sais, en 2022, notre valeur US était devenue le plus gros titre dans le portefeuille, c'était Meta. Mais Meta se transigeait à un co-bénéfice plus faible que ExxonMobil en 2022. Wow. Fait, il y a des situations, tu sais, je dis pas que c'est le cas pour comme Microsoft, par exemple, que ils se retrouvent dans une situation qui a mangé quand même une bonne petite claque, là, si on veut. Mais tu sais, c'est pas le seul. Il y a juste 2 des 7 magnifiques qui sont pas en sous-performance versus l'indice depuis début 2025. Right? Il y a Nvidia puis Alphabet. Ouais. Les 5 autres, sont un peu moins magnifiques qu'ils l'étaient. Fait que ça fait en sorte que pour nous, dans nos modèles, ben, ces titres-là, ils commencent peut-être à être un peu plus attrayants. Tandis qu'on était très sous-pondérés, ces titres-là, dans les dernières années et demie. Ben, peut-être que là, on va avoir une pondération un peu plus proche de market neutral. Même pas pour dire qu'on va être surpondéré, mais on va peut-être closer un peu le gap de ce côté-là. Okay, fait que ça, c'est des changements que j'anticipe de ce côté-là. Du côté international, ce qui est intéressant, c'est que c'était tellement pas cher que même les choses qui ont vraiment bien fait, comme je mentionnais les financières là, tantôt, là, je veux dire, le secteur des services financiers à l'international l'année passée a fait comme dépendamment des sous-secteurs, là, comme autant que ce soit assurance ou banque, là, on parle de entre 30 et 60 % de rendement pour un secteur complet. Mais ces titres-là, ils se transigent quand même à des co-bénéfices de 10, tellement bas que 11 versus 8. Tu sais, c'était des valorisations, là, comme on s'attend à ce qu'ils vont jamais avoir la croissance, ils vont jamais avoir des ventes d'eau, puis là, tu en as un peu, puis tout à coup, tu vois vraiment une expansion des multiples, mais l'expansion des multiples, quand tu passes de 9 à 11, c'était quand même pas cher, ou de 12 à 14, en termes relatifs versus le marché américain qui est encore aux alentours de 20 pour les bénéfices de l'année prochaine. Fait, longue réponse, là, mais ça, c'est des changements qu'on voit. Puis des changements qu'on pense ne pas voir également. Au niveau des... Il n'y a pas une conversation que j'ai avec les conseillers qui ne tourne pas autour de commodité, l'économie réelle, le retour un peu aux sources. Comment ça joue au niveau des facteurs? Il nous reste 7 minutes. Je sais que tu veux parler des simplifiés, mais si on fait commodité, Bitcoin, puis après ça, on embarque dans notre... Oui, bien, premièrement, quand on va commencer avec commodité, c'est sûr que, je veux dire, en ce moment, c'est des niveaux de volatilité incroyables. Quand il y a eu le mouvement, la journée, je me rappelle pas c'est quoi la date exacte, là, mais quand le prix de l'or et l'argent a chuté de façon comme incroyable, on parlait comme il y a comme $1 trillion qui a été effacé, ou plus que ça, qui a été effacé en termes de valeur pour une classe d'actifs qui est quand même très grande, très grosse, surtout l'or. C'est aussi en réponse à... On avait eu des mouvements, peut-être des gens qui sont sur X ou Twitter, anciennement Twitter, ou peu importe où est-ce que vous regardez un peu vos nouvelles financières, on parle souvent de comme probabilité, puis de c'est quoi le pourcentage de chances que ce mouvement-là ait été réalisé, ou il parlait de des événements 4 sigma, 5 sigma, ça veut dire comme 4-5 écarts types. Ça, c'est comme à peu près la même probabilité de se faire frapper par un éclair 3 fois. Right? C'est quand tu es à 6 écarts types, c'est ça la probabilité. Fait tu as des choses assez uniques qui se passent de ce côté-là. Je pense que là, ça s'est comme calmé un peu dernièrement. On a vu un peu de baisse d'ailleurs la semaine passée un peu avec l'or quand il semble avoir un peu de productivité sur des dialogues, relations russes-américaines. Les Russes vont recommencer à racheter des actifs américains. Fait que l'or a baissé un peu. Bref. La façon, je vais ramener ça, c'est mes commentaires un peu parenthèse, là, qu'il y a des choses que je trouve assez intéressantes qui se passent là, mais si on parle de comment est-ce que nous, on l'investit dans nos produits, c'est très lié, encore une fois, au même processus systématique où est-ce que, évidemment, on a été surpondéré dans tous nos produits momentum parce qu'on a vu un momentum très constant dans les 12 derniers mois jusqu'à la correction qu'on a vue il y a quelques semaines. Mais les titres miniers, il y en a beaucoup qui avaient bénéficié beaucoup, mais très peu qui avaient bénéficié autant ou qui avaient augmenté autant que le prix de l'or. Fait qu'il y a beaucoup de ces titres-là qui se retrouvent dans des positions plutôt intéressantes en ce moment, où est-ce que même si l'or reste en haut de 3 000 $, là, on est largement en haut de ça. Les profits vont être énormes. Puis le marché a anticipé ça, évidemment, c'est pour ça qu'ils ont monté beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même quelques surprises qui pouvaient se manifester là. Puis je parle comme un peu une anecdote peut-être que je peux partager avec le groupe. Je travaillais avec
de mes amis qui est analyste minier, il travaille pour une compagnie québécoise listée publique en tant qu'ingénieur minier, puis il m'expliquait un peu, il dit, même si là le prix de l'or a augmenté beaucoup, il dit on peut pas juste allumer une switch puis dire on produit plus. Right? Donc qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas voir beaucoup de marge de profit augmenter dans le court terme, mais c'est difficile de dire la production va augmenter beaucoup pour venir à côté ça, puis qu'est-ce qui ferait en sorte, si l'offre augmente beaucoup, ben là, naturellement, les prix vont généralement baisser. C'est très différent du pétrole où est-ce qu'on est capable de comme, on allume, on ouvre les valves, puis on pompe plus de pétrole, ou on ferme les valves, ou on coupe un peu les ventes de pétrole. Il dit les cycles d'investissement en l'or sont immenses. Tu as peut-être un projet minier qui s'en vient dans 5 ans, puis tu aimerais ça qu'il marche là, mais tu peux pas y arriver plus vite. La dynamique, tant que la demande des banques centrales est là, tant que la devise américaine est sous pression, ces deux forces-là sont encore là. Je pense que le prix de l'or devrait être maintenu. Ceci dit, si les banques centrales tout à coup décident de changer leur opinion, on est largement en haut de la demande naturelle qu'on aurait sans l'achat de banque centrale qu'on a vu dans les dernières années. Fait que ça, c'est comme le point à regarder d'un côté matériel. Tendance long terme reste, mais c'est sûr que on ne sait pas le prix, plus ou moins 10 ouais. On ne fait pas de call là-dessus. Exact. Puis, nous, on n'en détient pas dans nos FNB simplifiés. J'aurais aimé ça qu'on en détienne, mais on en a bénéficié quand même de façon importante dans nos portefeuilles d'actions. Où est-ce que, si je regarde notre mandat de Momentum canadien, FCCM, ce portefeuille-là, on avait 7 titres qui sont dans l'or spécifiquement, que ce soit des producteurs ou des streamers, là, comme les Wheaton de ce monde. Ces titres-là ont représenté la moitié de notre alpha versus l'indice l'année passée. Fait que, on a bénéficié, mais on n'avait pas une allocation à de l'or physique, mettons, dans le portefeuille, comme on a pour la crypto. Exact. Puis crypto, il nous reste quelques minutes. Crypto, rapidement, on a coupé de moitié le prix. On croit au Bitcoin, on l'a mis dans nos FNB simplifiés. Ouais. C'est une petite pondération. C'est quoi l'impact? Puis après ça, peut-être embarquer sur l'attribution, en fait, de ces portefeuilles-là. Oui, absolument. Donc, quand on a lancé nos FNB simplifiés, c'était un choix d'investissement qu'on a fait d'ajouter une petite allocation de crypto-monnaie. Donc, ça varie entre 0,5 jusqu'à 3 le maximum. Tout est basé sur des analyses historiques, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire rien d'autre que regarder dans le passé et essayer de tirer des conclusions pour le futur. Mais la façon qu'on le voyait de notre côté, c'est un peu comme le classique économie 101. Là, quand tu en ajoutes dans je devrais mieux expliquer ça, c'est comment est-ce qu'on dit en français, mais c'est le marginal utility en anglais. C'est le plus que tu consommes de quelque chose, à un moment donné, c'est comme une courbe décroissante de l'impact positif que ça a. Mon prof disait l'exemple d'une bière. Là. Si tu bois une bière, elle est vraiment bonne. 2 bières, c'est correct. Mais quand tu arrives un peu à 6, 7, l'impact commence à être négatif. C'est un peu la même chose avec le Bitcoin. Tu en veux un petit peu, mais dès qu'on dépassait 3 d'allocation, on voyait la volatilité venir manger le reste du portefeuille. Il venait comme... le risque ajusté était moins bon. Le risque ajusté il venait comme prendre le dessus, si on veut, sur l'apport potentiel de rendement qu'il pouvait amener. Donc, dans les années que ça contribue, comme 2024, 2025, 2023, 2024, c'est super bon. 2025, un peu plus difficile, mais notre approche reste relativement simple. Quand que ça baisse, on en rachète. Quand que ça monte, si on a des sorties dans les produits, on en vend. On essaie tout le temps de garder serré aux alentours de les target NERT. Puis la raison pour qu'on est très confortable avec ça, la réalité, c'est que nos actions, en moyenne, sont moins volatiles que nos compétiteurs principaux. Fait que quand que le Bitcoin baisse, là, ça a été un peu différent dans la dernière année, je dirais, parce que ça n'a pas été corrélé avec les actions nécessairement qui ont quand même bien fait. Mais historiquement, c'est comme un jeu à levier sur le Nasdaq. C'est quand le Nasdaq montait de 5, le Bitcoin montait de 10. Quand il baissait de 5, ça baissait de 10. C'était quasiment comme un effet de 2 pour 1 ou 3 pour 1, si on veut, sur le Nasdaq à un certain point. Fait que nous, ça nous aidait à garder notre bêta un peu plus proche de 1. Parce que nos actions, c'est plus comme 0,9. Right? Fait qu'on est moins volatile du côté des actions. Amener ça nous met à plus neutre. Fait que est-ce que mon commentaire de dire que quand le Bitcoin baisse, notre modèle factoriel, par sa nature de sélection, il fait mieux en relatif. Fait qu'au final, ton Bitcoin te donne un rendement intéressant quand il est à la hausse. Puis quand il est à la baisse, ton modèle factoriel vient remplacer un petit peu. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme une police d'assurance pour nous, le Bitcoin. Mais c'est une police d'assurance à la hausse. Au bêta. C'est quand que le marché part en euphorie, puis que tout va bien, puis que l'argent flow un peu partout,
nous, on a un peu moins de capture à la hausse. Fait que ça nous permet de rester accrochés après ça quand il y a des périodes un peu plus euphoriques. Ouais. Mot de la fin, Étienne? Ben, merci à tous pour le support au cours de la dernière année, les dernières années. Déjà cette année, en date d'hier, on parle de 3 milliards d'entrées d'actifs du côté de fidélité dans nos fonds négociés en bourse. Je pourrais sortir plein de statistiques pour démontrer comment c'est difficile à comprendre de notre côté. Mais ça nous a pris 5 ans pour le premier 3 milliards environ. Puis là, après 7 ans et demi, on est rendu à en faire 1,5 par mois. C'est incroyable le support qu'on revoit des conseillers. Je pense qu'on a des produits incroyables. La performance le démontre. On est super content de continuer d'innover. On n'arrête jamais, que ce soit des nouveaux lancements, mais aussi revoir nos portefeuilles. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut les ajuster, les optimiser? Est-ce qu'il y a des nouveaux mandats qu'on peut amener dans les FNB simplifiés, par exemple? Donc, merci du support, c'est le gros message. C'est déjà fini, Étienne. Merci pour ton temps. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!